Bien, bonjour. Table ronde sur une double problématique, orientation tout au long de la vie et territorialisation des politiques publiques en matière d'emploi, pour apporter des éléments au débat sur ces thématiques. Trois intervenants, trois accélérateurs de particules autour de cette table avec nous, deux intervenants de Pôle emploi. Dominique Delette, qui est en charge de la direction de la sécurisation des parcours professionnels à Pôle emploi. David Bourne, vous êtes chargé de mission au sein de cette direction, à l'écoute des évolutions des politiques publiques telles qu'elles se conçoivent dans l'espace européen. Et puis, Éloi Laurent, vous aurez le rôle de l'élément extérieur à l'institution Pôle emploi, en apportant votre point de vue, votre regard de chercheur. Vous travaillez à l'OFCE, vous travaillez aussi à Sciences Po, vous avez commis un certain nombre de rapports sur les problématiques de territoire et leur contribution au service de la compétitivité, de l'attractivité et toutes les questions relatives à l'inégalité entre les territoires sur le sol national. Notre table ronde vise le rôle et la place du régulateur public, de l'État social, sur le marché du travail. Quelle peut être la valeur ajoutée de la régulation publique dans le cadre d'un marché du travail dont on connaît malheureusement un certain nombre de chiffres, un chômage de masse, des pénuries de main-d'œuvre, des difficultés effectivement à accompagner la ressource humaine pour qu'elle soit en qualité par rapport à l'évolution du système productif. Les questions qui vont être les nôtres vont essayer d'apporter des éléments, des matériaux, je l'espère riches de sens, sur la contribution que peut avoir l'État social à rendre la ressource humaine employable. Et quand je dis employable, c'est toutes ces notions qui ont trait au capital humain, à la capacité de la ressource humaine, d'une manière générale. On le verra peut-être avec vous, monsieur Éloi Laurent, en citant peut-être les travaux d'Amartya Sen. Donc comment faire, du point de vue du régulateur public, pour rendre la compétitivité de notre pays, une compétitivité hors coût, permettant d'augmenter la valeur ajoutée produite sur le sol national grâce à une ressource humaine qualifiée, formée, outillée d'une manière générale. Donc ça, c'est le premier sujet. Quelle peut être la place du régulateur public sur cette dimension? La deuxième question, la deuxième problématique qui nous est posée, c'est comment faire pour créer les espaces sur les territoires, mobilisant les élus, les partenaires sociaux, mais les différents opérateurs intervenant sur le marché du travail, pour que, par ce partenariat, on soit en capacité, effectivement, de dynamiser les territoires et d'apporter des réponses singulières, spécifiques, aux besoins des territoires, dans le cadre d'une politique européenne, on le verra peut-être tout à l'heure, en tout cas également d'une politique nationale. Et puis, un autre sujet, peut-être qui mérite lui aussi un éclairage, c'est qu'on voit bien que le régulateur public sur le marché du travail peut être, comment dirais-je, capté par deux objectifs qui pourraient apparaître comme contradictoires. Le premier qui consiste à viser l'accès et le retour immédiat à l'emploi, et le deuxième qui vise, j'allais dire au contraire, mais vous apporterez des éléments pour dépasser cette contradiction apparente, pour créer les conditions que cette ressource humaine puisse être employable, c'est-à-dire qu'elle puisse définir un projet de vie, un projet professionnel, que ce dernier puisse être sécurisé pour que l'État social contribue effectivement à asseoir une ressource humaine de qualité contribuant à la compétitivité hors coût. « 2007 est une date clé puisque le Conseil économique et social commet un rapport sur la sécurisation des parcours professionnels, qui est voté à la quasi-unanimité des membres du Conseil économique et social, en indiquant que les outils de la sécurisation des parcours existent en France. Nous sommes en 2007. Par contre, il y a à construire une politique, il y a à changer de posture, à travailler autrement, à travailler différemment. Les outils existent. Vous êtes en charge de ces questions-là à Pôle emploi. Comment à Pôle emploi on s'empare de cette question de la sécurisation des parcours et comment on fait vivre la notion d'orientation tout au long de la vie. Quels sont les enjeux pour votre institution? Il s'agit désormais pour Pôle emploi de favoriser la mobilisation des dispositifs qui se sont créés au fil des politiques publiques dont David a énoncé les étapes majeures, avec en particulier ces dernières années
la création donc, de droits individuels rattachés à la personne, que Pôle emploi est désormais en charge d'activer ou en tout cas de favoriser la mise en œuvre par chacun des demandeurs d'emploi. Mais concrètement, pour les collègues amenés à rencontrer les demandeurs d'emploi, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici à la fois de travailler sur du concret, du projet immédiat, finalement de travailler sur deux temporalités, une temporalité relativement courte d'accès à l'emploi, sans négliger pour autant une autre temporalité qui est un petit peu nouvelle dans la maison, je dois dire, une temporalité un peu plus longue, où pourront être travaillés, je dirais, des projets intermédiaires, des projets à moyen, long terme, ou en tout cas, l'idée générale est d'accompagner le demandeur d'emploi à développer des compétences qu'on qualifiait de compétences à s'orienter, mais qui visent en tout état de cause à développer chez lui une certaine agilité, une certaine capacité à rebondir. Alors, Dominique Delette, dans ce changement de paradigme, seuls les conseillers sont impactés? Est-ce que les managers ne sont pas eux aussi impactés? Il y a de nouvelles instances, on parle de plus en plus de démarches quadripartites au niveau régional, avec effectivement la montée en charge du CREFOP. On parle aussi de la réforme du service public de l'emploi. Quelle posture on peut avoir dans ces instances? Quel rôle peut jouer Pôle emploi? Et les managers, quelle place ont-ils dans ces instances reconfigurées? La loi sur la réforme de la formation du 5 mars apporte une nouveauté en matière de gouvernance, puisqu'elle réunit en des instances uniques, alors certes d'un côté paritaire et de l'autre quadripartite, les questions, les problématiques d'emploi, d'orientation et de formation. Et à ce titre, donc, Pôle emploi doit construire sa contribution à la juste mesure qui est celle de sa compétence, de sa connaissance, de sa position sur le marché du travail, avec une position particulière qui est une connaissance des besoins des demandeurs d'emploi, parce que vaut une démarche de développement économique, territorial, si nous ne tenons pas compte de la réalité de la ressource humaine d'un territoire. Éloi Laurent, vous êtes économiste, la chose publique vous intéresse tout particulièrement, la contribution, le rôle de l'État social dans la régulation du marché. Là, en l'occurrence, on parle du marché du travail. Vous voyez le changement de paradigme qui est attendu, la capacité à produire de la connaissance sur les réalités du marché du travail, la capacité à accompagner pédagogiquement le demandeur d'emploi dans une vision de parcours, au-delà de sa quête de recherche d'un emploi immédiat. Votre regard sur ces questions, est-ce qu'on va dans le bon sens? Quelles interrogations cela vous pose? Voilà, quel regard critique vous pouvez porter par rapport à cette évolution de politique publique? Beaucoup de choses à dire sur ce que j'ai entendu. Et d'abord, je pars du concept d'orientation tout au long de la vie. Pour revenir d'un mot sur l'importance de ce terme tout au long de la vie par rapport à l'histoire de l'État social. Parce que tout au long de la vie, c'est la révolution dans les années 40 de la réflexion de Beveridge qui dit au fond un État social, c'est un État dynamique. C'est-à-dire c'est tout au long de la vie. On raisonne sur le cycle de vie. Beveridge dit ce qui compte, c'est l'individu du berceau à la tombe. Et donc on passe dans une logique dynamique, en fait, une logique temporelle, où on dit il faut inscrire les politiques sociales sur le cycle de vie. D'accord ? On est exactement dans l'idée de l'État beveridgien. Et en même temps, à cette dimension temporelle, s'ajoute depuis, disons, 20 ou 30 ans, une dimension spatiale. Si je puis dire, c'est l'idée orientation tout au long de la vie. C'est-à-dire on a une dimension temporelle tout au long de la vie, une dimension spatiale qui, si je puis dire, à chaque moment de la vie, il y a une dimension spatiale. Il y a une logique. Le territoire, l'espace, devient le code fondamental de l'activité économique. C'est absolument clair quand on observe les choses depuis 30 ans. C'est vrai au niveau théorique. Tout le courant de l'économie géographique vise à montrer comment les activités de production, de consommation, de logement, etc. sont déterminées par l'espace, de transport évidemment. Mais c'est vrai aussi sur le plan empirique. C'est-à-dire qu'on voit une montée en puissance des territoires. Et donc c'est ça qui a conduit à vouloir renouveler un petit peu cette politique publique en introduisant cette idée d'égalité des territoires. C'est l'idée que, au fond, les inégalités territoriales justifient qu'on s'occupe de l'égalité des territoires comme nouvelle politique publique.
qu'est-ce que l'égalité des territoires? Le territoire, c'est l'institution qui va déterminer les capacités des personnes. Autrement dit, que les territoires sont des vecteurs ou des freins aux capacités des personnes. Autrement dit, que l'égalité des territoires, c'est pas seulement l'égalité entre les territoires, c'est l'égalité par les territoires ou l'inégalité par les territoires. Autrement dit, pour réfléchir à la question des capacités d'orientation tout au long de la vie, ce qui compte effectivement, c'est de percevoir le territoire comme une institution qui favorise ou pas les capacités des personnes et qui favorise ou pas leur possibilité de mobilité, y compris dynamique. On est en amont des PSE, des licenciements, etc., ou voire de trajectoires personnelles de rupture. Donc je crois qu'il est important de dispenser des conseils et en tout cas de faire la clarté, de travailler effectivement avec les actifs sur leurs projets d'évolution professionnelle. Donc je crois que c'est vraiment ça l'enjeu du conseiller en évolution professionnelle, qui se veut être aussi une posture, je puis dire, de co-construction avec les personnes de leur projet, projet personnel, projet professionnel, qui peut impliquer des réorientations professionnelles, mais aussi projet de formation. Alors, bien évidemment, c'est l'État qui sera garant de l'offre de service des 5 opérateurs nationaux. Parce que les opérateurs sont désignés dans la loi, le cahier des charges s'implique à chaque opérateur, à charge pour chaque opérateur de le respecter. Et donc c'est l'État qui va coordonner au plan national les 5 opérateurs nationaux, mais cela se fera bien évidemment en lien avec les régions et avec les partenaires sociaux. Les actifs, de manière générale, donc les salariés, les demandeurs d'emploi, mais aussi quelque part les jeunes, ils sont au cœur du système. L'objectif, c'est qu'ils prennent en charge leur formation, leur évolution professionnelle, tout au long de leur carrière professionnelle. Voilà. Et l'outil, effectivement, de cette prise en charge, c'est le compte personnel de formation. Ce compte, il est personnel, il est attaché à la personne, il appartient, si je puis dire, à la personne. Il est transférable, donc quelle que soit la situation de la personne, j'étais salarié dans une entreprise, je passe dans une autre entreprise, j'étais salarié d'une branche professionnelle, je vais travailler ailleurs, j'étais salarié, je suis demandeur d'emploi à la recherche d'un emploi, à la limite j'étais fonctionnaire et je deviens salarié du privé. C'est un compte qui est vraiment lié à la personne et totalement transférable. C'est un point extrêmement important. C'est un compte aussi qui est financé par une cotisation qui a été mise en place, autre point important, un 0,2%, donc compte personnel de formation, financé mais qui peut aussi être abondé par des fonds de l'entreprise, par des fonds effectivement de la branche, donc c'est ce qu'on appelle les abondements, voire par des régions, donc un autre point extrêmement sensible. Et enfin, c'est un compte qui vise, et c'est un point important, la formation certifiante, reconnue donc au niveau des branches professionnelles. Le mot de la fin, on est peut-être au travers de cette table ronde, un message fort que vous voulez faire passer au management supérieur de Pôle emploi sur comment on s'empare de ces questions. On sent bien les évolutions significatives, le sens donné aux politiques publiques, les enjeux par rapport à l'évolution des compétences des acteurs de Pôle emploi. Si vous aviez un message à faire passer, Monsieur Laurent. Le message, ce serait au fond, si je comprends bien, la révolution qui est en train de se produire dans la sécurisation des parcours professionnels et dans l'orientation tout au long de la vie, c'est de passer de l'idée du statut, voire du poste, à l'idée de la personne. Je crois que la deuxième révolution, c'est de comprendre que ces personnes sont dans un territoire, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut à la fois détacher les personnes d'un statut ou d'un poste, pour effectivement en faire des vecteurs de compétences et de capacités, mais il faut aussi réintégrer ces personnes dans un territoire donné. Et ce qui devient à ce moment-là central, dans l'idée de l'orientation, c'est l'idée de la boussole. Et donc c'est l'idée de la cartographie. Et je crois que si on pouvait avoir une idée très nette de la cartographie de l'emploi quand on arrive dans un pôle emploi pour essayer de se repérer et de s'orienter, ce serait sans doute extrêmement utile de travailler sur cette cartographie de l'emploi, finalement, ou cette topographie de l'emploi, parce que c'est vraiment ça, finalement, qui va faire la différence dans le fait de pouvoir ou pas développer ses capacités. Les directeurs territoriaux sont interrogés dans leur rôle
en matière d'articulation avec l'ensemble des acteurs d'un territoire pour être présent de façon extrêmement forte sur l'expertise qui est celle de Pôle emploi en termes de connaissance du marché du travail et de permettre à tous les acteurs de jouer effectivement leur carte en complémentarité. Donc la présence dans les instances qui vont se créer est absolument déterminante quant à la prise en compte des besoins des demandeurs d'emploi, et donc on attend des directeurs territoriaux une contribution très opérationnelle, très effective à ce partage sur l'information sur le marché du travail qui comprend la situation, les compétences réelles des demandeurs d'emploi et quels sont leurs besoins au regard du territoire, de son développement économique, des entreprises qui recrutent. Et donc cette connaissance-là, le réseau de Pôle emploi là, charge à sa ligne managériale de la faire connaître. Ah bon, je l'ai dit, c'est une réforme importante qui va changer beaucoup de curseurs. C'est une réforme globale, systémique. Et donc forcément, c'est une réforme dont la mise en œuvre va s'inscrire dans la durée. Je crois que, bien évidemment, et l'objectif du 1er janvier, je vais y revenir, mais surtout, c'est, j'allais dire, un ensemble d'approches qui va évoluer, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des personnes, des salariés, des demandeurs d'emploi, mais aussi au travers des opérateurs de conseil. Donc, il ne suffit pas de claquer dans les mains pour que tout fonctionne. Donc, voilà, je crois qu'il y a un enjeu important et partagé pour la réussite de la mise en œuvre de la réforme. Et je crois qu'au 1er janvier 2015, on sera prêt, tout le monde sera prêt pour la mise en œuvre.